Taxi FM 93.1. Taxi FM. Le monde en une radio. Bonjour, la situation sociopolitique vue par les acteurs, les défenseurs des droits de l'homme, alors que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition va franchir la barre des 20 manifestations publiques de rue et que la rue continue par gronder car de nouvelles manifestations seront entendues en cette fin d'année, le dialogue annoncé par le pouvoir ne verra certainement pas sa concrétisation avant 2018. Alors plusieurs sujets à débattre dans cette émission, une heure de vérité de cet après-midi, le principe d'inviolabilité de domicile, la situation politique actuelle, le dialogue en vue, les récentes déclarations du chef de l'État Fort et Sobdina Gnassingbé dans le magazine Jeune Afrique et les solutions pour une sortie de crise. Les invités dans cette émission de une heure de vérité, Dodi Cloutier, il est le directeur exécutif du REJA Togo, le regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement. Dodi Cloutier, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Huyghe. Tout le plaisir est le mien de passer ce soir dans le studio blanc de Taxi FM pour encore porter mes points de vue sur l'actualité qui bat son plein au pays. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et puis, Yao Cloutier, secrétaire général de Solidarité Planétaire, branche du Togo. C'est le nom, oui. Bienvenue. Oui, merci. Salut aux auditeurs et auditrices. C'est un plaisir de vous retrouver pour une heure de débat. Voilà. Merci donc à vous pour avoir accepté l'invitation. Alors, le REJA Togo est à cheval sur les questions des droits de l'homme. Et à travers donc vos différentes sorties, communiqués, publications, vous ne cessez d'attirer l'attention des autorités au respect des droits de l'homme, notamment dans le strict application des dispositions de l'article 13 de la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011 fixant les conditions d'exercice de la liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique et dans les lieux publics. Alors on va parler d'abord de ces mesures, ces différentes mesures prises par le gouvernement pour décrisper l'atmosphère politique avec la libération de certains détenus. Je crois que cela a été l'une des doléances de la part du REJA Togo, n'est-ce pas, Dodi Cloutier? Oui, nous avons toujours demandé à ce que les mesures d'apaisement soient prises pour que le pays soit bien à vivre pour tout le monde. Aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter en tant qu'acteur de la société civile que le gouvernement a décidé de procéder à l'applicabilité de ces mesures d'apaisement. Mais cela reste à faire parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a encore les gens dans les lieux de détention, dans les prisons, notamment dans les prisons civiles de Kara et Sokodé. Et nous apprenons dans les dernières heures que les arrestations se poursuivent et ce sont des situations qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement tant proclamé par le REJA Togo. Solidarité, la branche du Togo, Solidarité Planétaire, la branche du Togo, également donc achevé sur cette question des droits de l'homme. Et également, vous avez donc attiré l'attention des autorités sur quelques dérives, notamment les arrestations tout azimut qui ont eu lieu en marge donc des manifestations publiques. Certainement que le pouvoir a entendu vos cris avec ces mesures de décrispation prises, notamment la libération des détenus la fois dernière. Non, écoutez, vous savez, c'est ce qu'on appelle de la poudre aux yeux. Vous savez, en dehors des deux imams libérés, on a plein de nos compatriotes qui sont encore dans les geôles, actuellement. Vous voyez déjà. Donc moi, depuis la date du 9 août, je suis sur le terrain, pratiquement avec les manifestations et les manifestants arrêtés. Je suis à chaque arrestation, je poursuis les détenus, enfin les manifestants arrêtés jusqu'au niveau des commissariats pour finir la prison. Vous voyez déjà, j'ai fait don de ma vie pour suivre toutes les évolutions. Je peux vous dire objectivement que rien n'est fait. À part ces deux imams et quelques manifestants, il y a encore plein qui sont dans les prisons.
Hein, et c'est des gens qui n'ont pas de morale, c'est-à-dire injustement arrêtés parfois, parce que pratiquement la plupart sont des gens que les militaires, les policiers arrêtent comme ça. Des gens sont en train de boire dans un cafétéria, on les ramasse. Le vendeur de faim est aussi ramassé, on ramasse même les paralytiques, les voitures sont ramassées, n'importe qui, on jette là. Et les gens sont là en train de souffrir amèrement, ça fait très mal. Je vous dis, j'ai passé beaucoup de mon temps à les suivre. J'ai plaidé beaucoup auprès de certains procureurs. Même si à un certain niveau, ils comprennent, ils ont souvent fait grâce pour libérer certains détenus. Pas mes plaidoyers, mais beaucoup sont encore là. Je suis désolé. J'ai fait le tour récemment à la prison, j'ai vu encore des personnes qui m'ont vraiment pas plu. Parce que normalement, elles devaient nous mettre libérés depuis. Voilà. Alors, est-ce que vous nous dites que ces mesures prises ne sont pas véritablement effectives? On a vu un procès qui a eu lieu au tribunal de Lomé où certains manifestants ont été purement et simplement relaxés. Vous parlez de quel procès, mon frère? Vous savez, on n'appelle pas ça un procès. On juge les gens sans avocat. Hein, aucun avocat n'est là, au gré du procureur, il libère qui il veut, etc. Il y avait quand même quelques avocats qui ont défendu certains. Mais oui, bon, certains ont été certes défendus, mais tout se jouait au gré du juge. Le juge selon ce qu'il pense, il libère, il mettait certaines personnes. Vous voyez déjà. Mais c'est cruel. Nous sommes des êtres humains et nous devons être traités avec toute la dignité que cela comporte. Je suis désolé, mais ici, sur tout ce que j'ai vu du 19 jusqu'à cette date, je suis ahuri, complètement foutu. Je comprends plus. Il y a des moments, je n'ai même pas de sommeil. Pratiquement, oui. Parce que quand vous sortez, même ceux qu'on libère, quand vous voyez l'état dans lequel sont l'état dans lequel ils sont très sales, sans chaussures, affamés, dénudés, dans un état sans morale, et on les relâche comme ça. Moi, j'ai été plusieurs fois agressé là au tribunal. Parce que je me rappelle, la première fois, on avait libéré le manifestant. Son état était vraiment déplorable. Vous voyez, il était très sale, sans chaussures, il allait. Et j'étais avec Emmanuel, ce gardien a voulu lui tendre le micro pour avoir quelques mots. Une cinquantaine d'hommes en armes se sont rués sur nous à partir de l'ordre donné par un de leurs éléments. Ils se sont rués sur nous pour nous ramasser. Ils ont dit, si vous faites un parler, nous étions dans nos gilets, s'il vous plaît. Et les militaires ont obéi, ils se sont rués sur nous. On a dû rebourser, mais sinon on allait nous... Vous voyez déjà, c'est compliqué. J'ai eu trop de problèmes ces derniers temps. Alors, on le voit bien dans la mission de votre travail de défenseur des droits de l'homme. Ce n'est pas aussi évident pour vous qui allez sur le terrain. Alors, Dodi Cloutier, vous avez quand même parlé donc de ce principe d'inviolabilité. C'est ce principe qui vous tient à cœur, parce qu'on a vu que ce principe a été violé à plusieurs reprises, notamment lors des arrestations où on a poursuivi les gens dans leur domicile, où on a arrêté. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, ou quel est le message que vous portez à travers donc ce principe dont vous avez fait cas lors de vos communiqués, lors de vos différentes publications? Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de rebondir un peu sur quelques éléments qui me tiennent à cœur. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que depuis la crise, le 19 août, nous avons assisté à tout un tas de violations des droits humains au Togo. Et le comble ou le paradoxe est que le Togo est membre du Conseil de sécurité, du Conseil permanent de sécurité auprès des Nations Unies. Et c'est un grand paradoxe. C'est parce qu'à un moment de l'histoire, les partenaires ont fait confiance à l'État togolais et en matière de droits de l'homme, parce que c'est pour cette raison qu'ils ont accordé cette place à l'État togolais auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais le comble est de constater que depuis le 19 août, nous avons assisté d'abord à la violation de la liberté d'expression, commençant par les menaces de l'application ou l'effectivité ou la mise en œuvre de la loi Bodona, la loi qui fixe les conditions d'exercice des manifestations dans les lieux publics au Togo. Et nous avons aussi vu la liberté d'expression violée dans le sens où,
à un moment, la connexion Internet a été coupée. C'est déplorable parce que le Togo, en juin 2016, a signé une résolution en son article 10 qui protège, qui demande à ce que la connexion Internet ne soit pas coupée. Et nous pouvons aussi dire qu'il y avait la liberté d'expression qui a encore été violée par la sortie médiatique ou l'interdiction par voie de presse des ministres, par voie de presse, l'interdiction par voie de presse des manifestations les jours ouvrables des ministres. Et c'était une situation que le Réja Togo avait déplorée dans nos divers communiqués. Et la situation a été rétablie depuis? Oui, rétablie, nous nous en réjouissons, mais c'est le lieu d'en parler parce que nous sommes là pour faire la situation sur les droits de l'homme depuis le 19 août. Et le principe d'inviolabilité n'est pas seulement violé par rapport aux arrestations, mais c'est violé aussi par rapport aux répressions. D'abord, je commence par les arrestations. Le principe d'inviolabilité, ça protège le domicile. Et c'est l'article 28 de notre Constitution qui protège le domicile. Et si vous voulez loin, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme protège le domicile. Et également le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en son article 17, alinéa 1 et 2, protège le domicile. Et nous ne pouvons pas comprendre que parce que ce sont les informations qui nous ont parvenues, et nous ne pouvons que nous prononcer à l'aune de ces informations. Nous ne pouvons pas comprendre que dans un état de droit, on puisse débattre chez des personnes qui ne sont pas des fugitifs, des personnes dont les domiciles sont connus par tous. On débat chez eux à des heures inacceptables et on les arrête, d'abord on les agresse et on les arrête, on les amène à des lieux inconnus. C'est vraiment déplorable. Aujourd'hui, je vais un peu paraphraser et me mettre à Thomas San à la table ronde la dernière fois. Il avait dit que Dieu merci que la question du christianisme bat son plein. Sinon, alors, rentrer dans le domicile de quelqu'un sans permission, tu rentres, tu ne sors plus. Et ça, c'est la tradition africaine. Ça veut dire qu'à quelque part, nos aïeux ont compris la nécessité de protéger le domicile. Et donc, on ne peut pas comprendre que lors des répressions au cours des manifestations, les gendarmes, les forces de l'ordre rentrent, non seulement vous lancez les gaz lacrymogènes qui sont reconnus comme des moyens conventionnels de répression, vous rentrez dans des domiciles des gens, vous paralysez, vous tabassez les gens, vous paralysez les gens, et ils vont jusqu'à tabasser les gens qui ne se sont pas manifestés. Et c'est le comble. C'est grave. Et pour ça, le principe d'inviolabilité du domicile est violé. C'est pas normal. Dans un état de droit, on ne peut pas violer les principes comme ça. On ne peut pas rentrer dans le domicile de quelqu'un arbitrairement, sans permission. Seul sur ordre de juge d'instruction, on peut s'immiscer dans la maison de quelqu'un. C'est notre l'article 28 de notre Constitution qui le dit. Je n'invente rien. Alors, Yao Kouloussel, qu'est-ce que vous dites à propos donc, de ce principe d'inviolabilité? C'est une situation qui est née dans cette crise politique depuis le 19 août. C'est vrai qu'avant, il n'y a pas ce phénomène, ou bien c'est la situation politique actuelle? Au fait, le domicile privé est inviolable. Peut-être que l'humain doit pouvoir le savoir. Même les militaires, les policiers qui pénètrent dans les domiciles privés savent très bien qu'ils sont en train de commettre au fait un acte puni par la loi. Bon, l'impunité aidant, ils s'en foutent, ils rentrent, ils tabassent les gens, etc. Vous savez, pour revenir un peu en arrière, ce phénomène existait depuis 90 en fait. Dès lors que le général Yadema avait refusé la démocratie en 90, il avait mis en place tous les moyens nécessaires pour museler la population. Vous voyez déjà, le domicile n'est plus un lieu de protection pour l'individu aujourd'hui au Togo. Des individus peuvent s'y introduire à tout moment, vous enlever facilement et en fait ce qu'ils veulent, parce que naturellement personne n'est jugé. Donc dès lors qu'il y a de l'impunité, il y a tout. Vous comprenez? Donc les assassinats, les enlèvements, il y a tout. Et, personne n'est puni. Vous voyez déjà. Donc ça continue. Il y a peut-être une accentuation ces derniers moments, c'est tout. Mais depuis la nuit des temps, les domiciles privés ont été violés. Parfois les gens ne dénoncent pas. Aujourd'hui nous sommes à l'ère
androïdaires où tout est venant facilement. Voilà, vous voyez, donc c'est grâce à ces appareils que les informations circulent très vite, etc. Sinon, depuis le temps de Gérard Yatema, c'était courant, on a enlevé les gens, on pénétrait les domiciles privés. Moi, j'en ai rencontré, parce que moi j'ai grandi à Baie, donc j'ai vu beaucoup de choses. Ouais. Alors, à quoi cela est dû? C'est vrai que on peut dire que lorsqu'il y a une menace sécuritaire sur le pays, je crois que les militaires peuvent quand même, dans l'exercice de leur fonction, rentrer dans les domiciles pour ne serait-ce que pour pouvoir traquer. Bon, pas du tout, monsieur U. Pas du tout, je suis pas d'accord. Seul le code des douanes. Notre code des douanes, c'est ce code qui stipule que lorsque le douanier poursuit un trafiquant à vue et il pénètre dans une concession, on peut ici introduire pour l'arrêter. Tout à fait. Ça, c'est ce que dit le code. En dehors de ce code, s'il vous plaît, en France et ailleurs, c'est de lourdes amendes. C'est-à-dire que vous êtes amendé lourdement. Vous voyez déjà. Le dossier privé, tel que le nom l'indique, c'est privé. Donc, il est inviolable. On ne le viole pas. Vous comprenez? Et lorsque l'individu le viole, ben, c'est pénal. Il est sévèrement jugé, condamné. D'abord, les militaires. Ce sont nos frères. Bon, vous savez, les militaires interviennent lorsque le pays est agressé de l'extérieur. Mais aujourd'hui au Togo, aucun pays voisin ne constitue une menace directe pour le Togo. Nous sommes en paix avec nos frères des trois côtés, du Burkina, du Bénin, que du Ghana. Vous voyez déjà. Bon, cependant, je ne sais pas au nom de quel argument on sort les militaires lors des manifestations publiques, alors que nous avons dit la police et la gendarmerie. Vous voyez déjà. Donc moi je ne comprends pas. Vous voyez déjà, en France ou ailleurs, vous ne pouvez pas voir les militaires en train de faire le maintien d'ordre. Ce n'est pas possible. Et c'est notre rôle de dénoncer ces abus. Partout. Nous sommes d'accord. Lorsqu'il y a violation, les droits de l'homme montent au créneau, ils dénoncent violemment et l'État est souvent condamné. Vous voyez déjà. Au Togo, on n'a pas la culture de plein de beaucoup de citoyens devaient porter plainte contre l'État. D'avoir envoyé ces militaires pénétrer dans sa concession et y commettre des trucs. Et l'État est blâmé, condamné. Alors, de Djikoulitia, on a vu quand même l'arrestation rocambolesque de l'imam de Sokodé. Voilà, depuis il a été libéré, tout comme l'autre imam de Bafilo, par rapport donc à ces mesures prises par le gouvernement. Mais vous pensez, et c'est votre organisation de Jatogo, vous pensez que véritablement tout n'a pas été fait dans les règles de l'art? Tout n'a pas été fait dans les règles de l'art. Ça, c'est un constat que tout le monde fait aujourd'hui. Ce n'est pas seulement au niveau du Rejat. Ce n'est pas mon frère de Solidarité Planétaire en face de moi qui dira le contraire. Et nous savons tous, vous et moi, nous savons tous les conditions dans lesquelles les imams ont été arrêtés. Tout à l'heure, quand je faisais allusion sur le principe d'inviolabilité du domicile, ces imams ont été les premières victimes de la violation de ce principe. Vous savez en quoi le domicile constitue une vie privée lorsque l'État ne peut pas assurer sa protection. Vous comprenez? Le domicile, la protection donnée par le domicile est axée sur 3 axes. D'abord, sur l'aspect physique. Si c'est une construction, on protège, on fait des portes parce qu'on sait que le domicile mérite d'être protégé. Et 2, aspect social. Le domicile, c'est une reconnaissance de la vie privée de quelqu'un. C'est la vie privée de quelqu'un. On ne peut pas rentrer dans la maison d'un imam, un homme d'opinion, leader d'opinion, un homme religieux dont le domicile est connu par tous. Ce n'est pas un fugitif, ce n'est pas quelqu'un, je ne sais pas s'ils auraient eu l'information qu'il serait armé. On débat chez lui à 3 h du matin. C'est inadmissible. L'heure réglementaire pour aller arrêter quelqu'un, c'est de 6 h du matin à 21 h du soir. Nous sommes dans quel pays? Franchement, nous voulons vanter le mérite du Togo à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est un privilège pour nous, un honneur pour nous que le Togo soit représenté au Conseil permanent de sécurité auprès des Nations Unies.
Mais ces événements qui se poursuivent, qui se prolifèrent actuellement dans notre pays, sur la terre de nos aïeux, sur l'or de l'humanité. Le Togo, c'est l'or de l'humanité. Franchement, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Les imams, ils ont été arrêtés. Aux premières heures, nul ne connaît leur lieu de détention. Comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un sans que ses proches ne connaissent pas leur lieu de détention? Le régime Togo a fait un travail lourd sur ça et ça nous a coûté, c'est le lieu de le dire. Nous ne voulons pas tout révéler, mais nous avons gardé le silence pour un certain nombre de raisons. Mais c'est le lieu de le dire, ça nous a coûté. On a fait un travail énorme avec les familles respectives des deux imams pour connaître leur lieu de détention. Nous sommes dans quel pays, M. Hugues? Vous pensez que le droit est respecté? Vous pensez? Alors, l'opposition a bouclé les 20 manifestations publiques de rue. Depuis le 19 août dernier, on a l'impression que tout a basculé. Pratiquement chaque semaine, des milliers de personnes sont dans les rues de Lomé et à l'intérieur du pays. Alors, Yao Clousset, vous êtes tout le temps parmi les manifestants. Vous faites aussi un travail de monitoring. Est-ce que vous pensez que... voilà, donnez-nous quand même une idée de ce qui se passe chaque semaine dans les rues de Lomé. Parfois, on a l'impression que c'est tout un arsenal. Les gens... Est-ce que les gens ils vont pas plaisir ou bien ils vont pour véritablement faire la contestation populaire du régime de Faure Gnassingbé? Monsieur, oui, vous savez, j'ai remarqué que les gens sont aigris comme ce pouvoir cinquantenaire. Tous les Togolais, je ne sais pas s'il en existe qui peut publiquement parler bien du régime. Mais ce n'est pas tous les Togolais quand même qui... En fait, ils sont très... Je ne sais pas combien ils seront. On va dire, mais dans les rues, les personnes âgées, les enfants, tout le monde, les gens sont aigris. Vous savez, dans un pays où les droits de l'homme sont permanemment violés depuis presque 50 ans. Souvenez-vous, c'était le 13 janvier 1963 qu'un président togolais en exercice a été tué par les militaires en 1963. Depuis cette date jusqu'à l'heure où nous sommes, les violations ont toujours continué. Quand il parle de violation, il y a des violations dans plusieurs domaines. Hein. Quand vous ne mangez pas votre faim, c'est une violation. Quand votre enfant ne fréquente pas, c'est une violation. Quand les retraités n'ont pas de subsistance, n'ont pas de pension, c'est une violation. Hein. Quand vous n'avez pas de loisirs, c'est une violation des droits humains. Hein. Vous n'allez pas avoir le temps de pouvoir pénétrer dans les rouages. Sinon, pratiquement au Togo, nous n'existons pas en tant qu'être humain. Je suis désolé. Parce que il y a des gens qui naissent ici, qui ne connaissent même pas Cotonou, Accra. Ils naissent, ils grandissent, ils meurent sur place. En principe, s'il y avait les moyens, l'individu, il serait le temps d'aller connaître au moins Cotonou, Accra, etc. Donc, nos droits sont complètement, nous sommes confinés, condamnés à vivre sur place, quoi, et à regarder dans une seule direction. Ceux qui veulent regarder de l'autre côté, il est complètement frappé, c'est ça. Donc, pratiquement, le Togolais aujourd'hui, engagé, nous sommes carrément dans je suis désolé. Moi, j'ai pénétré l'intérieur, j'ai interrogé. Je suis également journaliste pour un organe, donc j'interroge parfois. Oui, justement, parlez-nous de l'intérieur des marches. Est-ce que ces gens-là, c'est le rejet de ce régime de Faure Gnassingbé, ou bien c'est pas plus plaisir? Parce que voilà, tous ceux qui chaque semaine, les week-ends, qui battent le pavé à l'appel des partis de la coalition de l'opposition, ce sont vraiment des gens conscients qu'ils ne veulent pas de ce régime? Parfaitement. Quand vous les interrogez, quand vous tendez le micro à quelqu'un, les gens nous appellent, mais donnez-moi le micro, donnez-moi la parole. Hein, et ce qu'ils vous racontent, c'est toujours le rejet de ce régime. Parce qu'on a l'impression des fois que c'est un sport national pour certains. Pas du tout. Non, c'est pas un sport. Monsieur Hugues. Non, c'est pas un sport. Pendant les 20 fois que j'ai marché, je sais ce que je ressens. Ça a ruiné quand même ma santé. C'est pas un sport, s'il vous plaît. Les gens sortent parce qu'ils ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Les gens tombent malades. Non, c'est scandaleux. Vous comprenez, quand vous voyez même les personnes âgées sortir pour dire non, on sent de l'aigreur, les gens sont aigris,
contre ce pouvoir et ils se demandent à quand la libération du Togo, et voilà. Je vais poser la même question à Dodi Koulouté. Certainement que vous suivez aussi les manifestations, ce qui se passe à l'intérieur de chaque week-end. C'est quand même fort, hein. Chaque week-end, chaque semaine, les gens qui laissent leurs affaires et qui font la contestation tout le temps. C'est quand même impressionnant. En ma qualité de défenseur des droits de l'homme ou d'observateur sur le terrain, la neutralité m'y contraint à certains discours. Mais je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous pensez que par plaisir, les gens vont se lever de leur maison et aller battre des pavés pendant pratiquement 4 mois? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que c'est tout le Togo, tous les Togolais qui marchent? La réponse est aussi non. Ça veut dire qu'à quelque part, il y a certains qui peut-être ne sont pas d'accord avec les marches et d'autres qui ont trouvé la nécessité d'exprimer un désaccord. C'est vrai que dans le cas des manifestations, quand on parle de manifestations publiques, il faut que les auditeurs comprennent ça. Ce n'est pas forcément un moyen d'exprimer un désaccord. On pourrait aussi exprimer une réjouissance par les manifestations. En histoire, si je me rappelle, lors de la première qualification du Togo à la Coupe du Monde, c'était une manifestation spontanée où tout le monde était dans les rues. Il pleuvait, mais tout le monde était dans les rues. Mais dans le contexte actuel, c'est le désaccord. Désaccord, pourquoi? En tant qu'observateur des droits de l'homme, qui est tout le temps fréquent sur le terrain, en monitoring, on lit sur les plancards qu'affichent les gens. 50 ans, c'est trop. Nous ne voulons plus de toi fort. Ce sont des éléments sur lesquels, en tant que défenseur des droits de l'homme, je pourrais me baser pour dire qu'aujourd'hui, tout ce monde qui se retrouve dans les rues chaque semaine pour manifester en a marre de ce régime. Et ils sont épris de vivre de l'alternance. Le Togo n'a jamais connu de l'alternance. Je représente un organe qui lutte pour la démocratie, le regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on mesure l'état de démocratie ou le niveau de démocratie d'un État par rapport à cette thématique d'alternance. Dites-moi, vous êtes journaliste, homme de médias, vous pouvez dire que le Togo a connu de l'alternance? Si la réponse est non, ça veut dire que ce que les gens sont en train de faire est tout à fait légitime. Alors, c'est moi qui pose la question. Alors, voilà, les gens sont tout le temps dans les rues. On vient de franchir donc la barre des 20 manifestations publiques de rue. Alors, Yaokoul, honnêtement, est-ce que l'opposition qui appelle la population à battre le pavé, est-ce que l'opposition ne peut pas capitaliser sur ces différentes disons, ces différents rejets du régime à travers ces manifestations? Parce qu'on n'a pas l'impression que... C'est vrai qu'il y a les lignes ont bougé, mais actuellement, nous sommes dans un statu quo parce que le pouvoir a appelé au dialogue, mais la tenue de ce dialogue tarde à se concrétiser. Pendant ce temps, l'opposition appelle encore à de nouvelles manifestations de rue pour la fin d'année. Oui, excusez-moi, c'est l'arme dont nous disposons. Moi, c'est l'arme de l'opposition, en fait. L'opposition dit... Vous êtes défenseur des droits de l'homme, vous n'êtes pas parti de l'opposition. Tout à fait, nous soignons les gens des deux côtés. Que ce soit de l'UNIR, que de la coalition, on ne fait pas de distinguo. Mais cependant, il faut comprendre tout de même que aujourd'hui, l'opposition tient en main les revendications légitimes d'un peuple. Le peuple veut pratiquement 3 ou 4 choses. Le peuple demande la C92, la Constitution de 92, droit de vote de la diaspora, et quoi encore, et surtout aussi le départ du président au cas où il refusait peut-être la C92, etc. Vous voyez déjà. Donc je pense objectivement que tant qu'ils n'ont rien obtenu, ils vont continuer par marcher. C'est leur logique, ça c'est clair. Mais ailleurs, on n'a pas besoin de marcher 20 fois avant d'obtenir quelque chose en réalité. Ailleurs, dans un pays développé ou civilisé, lorsque les gens
expriment une volonté, une certaine liberté, on les a mis cette liberté, on leur en donne. J'ai souvent cité l'exemple du général de Gaulle, que j'aime tant, qui m'affectionne, le général de Gaulle. De Gaulle, lorsqu'il était au pays de Sékou Touré, la Guinée-Conakry, voilà, c'était en 58. En 58, il y avait un enfant, un jeune qui tenait une pancarte sur laquelle il était écrit « Nous voulons notre indépendance immédiatement ». Le président, le général de Gaulle a chuchoté. Il a dit « Je voudrais dire au jeune homme qui porte la pancarte que l'indépendance, vous l'aurez ». Mais plus tard, lors du discours du président Sékou Touré qui a dit « Nous préférons la liberté, voilà, etc. » Bon, le général de Gaulle a dit quoi? Bien, vous la liberté, bien prenez. Vous voyez déjà, ça ne coûte rien. C'est de dire, bon, vous voulez ces 80, bien, je vous la donne. Prenez cette condition, prenez-la. Est-ce que vous comprenez? Déjà, pourquoi aujourd'hui le pouvoir aussi retient la main? On a dit qu'on part. Non, je ne sais pas. Le général de Gaulle fut pour moi un grand homme d'État. Vous voyez déjà, même en ayant accepté de donner l'indépendance en 58 à la Guinée-Conakry, c'était malgré lui. Mais il a donné parce que le peuple voulait justement en 58 l'indépendance. Vous voyez déjà, donc un chef d'État, parfois, lorsque les gens marchent 5 fois, 10 fois, vous voulez ces 90, bien prenez. Nous allons trouver les exécutoires pour nous retirer. Et nous continuons aussi de l'autre côté comme opposition pour continuer la bataille. Mais c'est tout. La question était pourtant très simple. On n'a pas besoin de tuer les enfants, d'assassiner les adultes, avec les milices. On n'a pas besoin de tout ça en réalité. La question était pourtant très simple. Le Togolais aujourd'hui est extrêmement clément. Il est plus clément que le Togolais des années 90. Vous voyez dire, si jamais le pouvoir maintenant accepte, voilà, je vous ai compris, nous allons trouver des voies de sortie, tout ça, vous allez voir comment ça va être, le peuple dira même que ceux qui ont pillé le pays, ceux qui ont assassiné, mettons ça dans les oubliettes, regardons l'avenir. Alors, le gouvernement ou bien le pouvoir a entamé des consultations avec les partis politiques pour voir un peu le format du prochain dialogue. L'opposition, notamment la coalition des 14 partis politiques de l'opposition, a refusé l'invitation du Premier ministre du gouvernement. Est-ce que vous pensez que ce n'est que les prémices de ce futur dialogue-là, ce dialogue annoncé a déjà du plomb dans l'aile avec voilà, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition qui campent sur ces positions? Apparemment, cette coalition qui demande un médiateur pour servir de tampon entre le pouvoir et l'opposition, pour garantir évidemment que les résultats issus de ce dialogue seront appliqués. Le Réja Togo craint pour l'horizon. Nous craignons pour le futur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le 12 octobre, le 12 novembre, nous avons fait sortir des communiqués. Et à la fin de nos communiqués, nous demandons à ce que le chef de l'État sorte de son silence. Depuis le début de l'ébullition dans le pays, nous avons demandé à ce que le Réjad a demandé à ce que le chef de l'État prononce un discours à l'endroit de toute la population et à l'endroit de tout le monde, de tous les Togolais. Mais ce discours n'a jamais été obtenu. C'est vrai qu'il a parlé, mais pas dans des cadres appropriés. Aujourd'hui, le président a encore effectué un voyage la dernière fois où il s'est confié à Jeune Afrique. J'aurais aimé que le président passe dans vos studios à Tassi FM ici pour se prononcer sur ses convictions. C'est une façon d'accompagner le média au Togo, les médias au Togo. C'est juste une parenthèse par rapport à votre question. Le président pourrait aller à la TVT, une télévision nationale, se confier à la TVT pour que nous tous les Togolais, sachent qu'il est le papa du pays. C'est lui, le leader, le numéro 1 du pays, pour qu'on puisse savoir réellement ce qu'il a dans son cœur. Mais aujourd'hui, par rapport à ce dialogue, vous me demandez est-ce que l'horizon présage quelque chose de bien? Moi, objectivement, je doute très fort. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où nous sommes encore dans ce studio, il y a de cela 2 heures, certains sont déférés à la prison civile de Sokodé.
Les gens ont été arrêtés au nord. Les arrestations continuent. Vous comprenez? Et tous les détenus n'ont pas été libérés. Vous comprenez? Alors que ça fait partie des, ça fait partie des mesures d'apaisement pour préparer le dialogue. Parce que ces personnes qui sont arrêtées portent l'idéologie que prétend défendre l'opposition, la coalition des 14 partis politiques. L'opposition ou la coalition estime qu'il ne peut pas aller à cette table sans que ceux qui ont été derrière eux pour défendre leurs idéaux ne seront pas libérés. Aujourd'hui, non seulement la majorité ou beaucoup des arrêtés ne sont pas libérés, mais on ne continue pas à enlever les gens. Je parlerai d'enlèvement parce que nous avons des informations très précises là-dessus. À des moments venus, nous allons vous convoquer, vous les hommes de médias, pour vous livrer les choses. Vous pensez que c'est déjà quelque chose qui encourage le dialogue? Le Premier ministre a appelé la coalition. Est-ce que c'est ce qui était dit lorsqu'ils ont rencontré les différents présidents, notamment le président Alpha Condé et le président du Ghana? Si c'est ce qui était dit et que l'opposition a refusé, alors l'opposition a tort. Mais si ce n'est pas ce qui a été dit, alors il faudrait que le pouvoir, aujourd'hui, il a l'obligation de donner la confiance à l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition n'a plus de confiance au pouvoir. À l'aune de tous ces ribambelles de dialogue que nous avons eu de par le passé. Et donc aujourd'hui, pour qu'il y ait un climat très propice pour ce dialogue, je te dirais que les 80% d'efforts proviendront du gouvernement. Alors, Yaokouloussa, est-ce que vous aussi, vous avez des appréhensions par rapport à ce futur dialogue-là qui est annoncé? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que les choses vont bien se passer? Ah oui, tout à fait. Je peux vous dire honnêtement que j'ai peur parce que la dernière sortie du ministre, je crois, M. Barra, il a récusé la question du facilitateur et a préféré un dialogue intertogolais. Donc, c'est un peu fou selon moi parce que vous voyez quelqu'un qui tient dans une main une arme et dans l'autre le dialogue. Vous voyez déjà. Alors, si vous venez, il va vous mettre à genoux. Vous comprenez, il va vous mettre à genoux et même vous tuer après. L'opposition a intérêt à mourir debout ou se mettre à genoux pour mourir. Vous voyez déjà. Mais c'est clair. Vous voyez déjà. Donc, nous devons miser au moins sur la présence de quelques bons facilitateurs pour pouvoir un petit peu mettre la pression sur le gouvernement. Donc, pour vous, les Togolais ne se font pas confiance. Donc, les Togolais eux-mêmes ne peuvent pas s'asseoir autour d'une table pour discuter, trouver une solution à la crise actuelle. Je dis, quand l'autre tient dans une main un pistolet et vous met avec l'arme, on peut faire y défaire. Donc celui qui tient dans une main une arme et dit allons au dialogue, vous comprenez que il va vous mettre certainement à genoux. Vous voyez déjà. Et si vous voulez... Non, ce n'est pas aussi ça la réalité. Hein. C'est une forme imagée de la situation que vous faites. En tout cas, je pense que si le chef de l'État revient un peu sur terre et comprend que 50 ans, c'est vrai, je vais m'en aller, nous allons trouver entre nous des conditions d'une sortie honorable, que je ne sois pas poursuivi, que je garde mon salaire, mon palais et tout, eh bien le peuple l'avisera. Moi, je suis citoyen togolais. Je serai même d'accord pour lui octroyer tout ce qu'il voudra, pourvu que nous ayons un peu de l'alternance, tout simplement. Notre association Solidarité Planétaire a souvent réagi à travers un nombre de communiqués sur le sujet. À savoir que si le pouvoir accepte s'éclipser entre nous Togolais, il n'y aura même pas de poursuite. Vous savez ce que c'est recevoir une balle dans son corps et mourir. Les Togolais n'ont ça. Les Togolais reçoivent les balles dans leur corps, ils savent ce que signifie souffrir et mourir. Même les enfants, mais ce pouvoir même tuer les enfants. Vous voyez déjà. Mais aujourd'hui, si jamais ce pouvoir décide d'accéder aux revendications légitimes de l'opposition, à savoir la C92 et autres, eh bien nous sommes prêts à éponger toutes les dettes du pouvoir et aller à une nouvelle élection pour choisir un président démocratiquement élu pour que le Togo soit aussi considéré comme un État digne de ce nom.
Oui. Vous avez peut-être eu vent, parce que vous dites que le chef de l'État, les Togolais attendaient un discours, mais le chef de l'État a eu quand même d'autres canaux de communication, notamment sa récente déclaration à Jeune Afrique. Vous avez quand même décrypté ce qu'il a dit. Il y aura le dialogue, mais après le dialogue, il y aura aussi le référendum. Voilà un peu ce que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a dit. Une réaction. D'abord, comme je venais de vous le dire tantôt, je n'ai pas apprécié le fait que le chef de l'État s'est confié à Jeune Afrique. Ça, franchement, au nom du patriotisme, parce que tous les médias togolais, c'est vraiment une injure envers le monde du média ou des médias togolais. Encore quoi, rien n'interdit à ce que un chef de l'État puisse se confier à des magazines ou à d'autres canaux de communication. Je n'en disconviens pas. Donc là, il n'y a pas de polémique. Mais maintenant, le fond de ce qu'il a dit. Oui, j'en viens. Mais permettez-moi parce que nous sommes, après tout, avant d'être observateurs ou défenseurs des droits de l'homme, nous sommes aussi des citoyens. Et donc, il fallait dire certaines choses. Je dois le dire. C'est le lieu de le dire. Votre vitrine nous permet de se prononcer sur des questions qui nous tiennent à cœur. Allez-y. Vous comprenez? Nous avons toujours, tout le monde, autant que vous et moi, et même mon frère en face de moi, nous avons tous attendu que le chef de l'État se prononce aux Togolais. Les Togolais ne sont pas des diables. Non. Après tout, c'est lui qui gouverne le Togo. Il est au Togo permanemment. Qu'est-ce qui l'empêche de se confier à une presse, à un média togolais? Ça, c'est une injure. Et je veux que vous le reconnaissiez. D'ailleurs, vous avez plus la légitimité de déplorer ça que moi. Ça, c'est un. Deux, revenons au fond. Quand on analyse le discours du chef de l'État, nous n'avons rien contre le chef de l'État. C'est notre papa. Aujourd'hui, quand on vient au Togo, on vous demande qui est le président du Togo. Tout le monde va prononcer son nom. Même nous qui sommes dans ce studio, si nous avons un problème qui nous surcharge, on n'arrive pas à résoudre, on est contraint de se diriger vers lui. Mais il faut avoir le courage, l'abnégation, l'objectivité de reconnaître certaines choses. La manière dont le chef de l'État a tenu des discours, le genre de discours, de propos où il a tenu, il a confié à Jeune Afrique, on lit tant de paradoxes dedans. Et ces paradoxes donnent le ton qu'il n'est pas prêt à partir tout de suite. Et je suis désolé. Et ça risque, nous craignons que cela entraîne une escalade de la violence, des violences sociopolitiques dans le pays. Alors, les points de départ et de chute des manifestations de l'opposition sont transformés en lieu de vente de drogue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le colonel Yak Damran, qui a dénoncé cette situation. Alors, Yaoukoussé, tout le temps vous êtes parmi les manifestants, vous faites même le monitoring. Est-ce que vous avez eu le temps de constater cela? On dit que les gens fument le cannabis, les gens se droguent, les gens ont des comportements bizarres. Est-ce que vous avez, honnêtement, est-ce que vous avez rencontré ces genres de situations lors des manifestations publiques de l'opposition? Non, pratiquement non. Vous voyez des jeunes très conscients qui viennent manifester. Moi, je n'ai jamais senti la présence de drogue, tout ça. Moi, je m'explique, en tout cas, je m'explique entièrement en ce qui me concerne. Je n'y crois pas. Parce que je suis toujours dans la foule. Soledad Planter est toujours avec les manifestants. Et il n'arrive pas de recadrer certaines personnes surrévoltées, etc. Mais dire que on y vend de la drogue et tout, non, écoute, peut-être les miliciens, peut-être, je sais pas, sinon les manifestants sont des gens, des êtres normaux qui réfléchissent, doués de raison. Le jeune Kotokoli, le jeune Akboso, le jeune Eve, etc. C'est des gens qui savent pourquoi ils sont là. Vous voyez déjà. Ces manifestants peuvent être aussi être infiltrés. Donc, raison de plus que la coalition puisse prendre aussi toutes les dispositions idoines. Ah oui, bon, tout à fait. Une infiltration. Vous savez ce qui se passe en réalité? Les manifestants, pour la plupart, finissent par se connaître et se tisser même de petits liens amicaux, etc. À force d'être sur le terrain, les gens finissent par se connaître. Et lorsqu'il y a un corps intrus, on sent ça. Vous voyez déjà. Vous savez, j'ai eu parfois à sauver beaucoup de gens soupçonnés de... je sais pas, de disposer d'un couteau, etc. Vous voyez, j'ai sauvé beaucoup de gens parce que
lorsque les gens sont pacifiques et quelqu'un se trouve avec un couteau ou bien une arme blanche, la population en furie s'acharne. Nous sommes là pour dire, mais écoutez, faut pas lyncher. Vous voyez déjà, il faut... Oui, parce qu'on a vu certaines images où certaines personnes étaient démasquées lors des manifestations de l'opposition. Mais dire quand même qu'on y vend de la drogue, non, aucunement. Hein? Non, aucunement. Dodi Clouzet, est-ce que vous aussi vous avez pu remarquer ces comportements anormaux lors des marches de l'opposition où des gens sont surexcités, on vend le cannabis, la drogue pendant les manifs? Bon, sur cette question, objectivement, je ne dirais pas que peut-être le ministre de la Sécurité a menti. Il s'est prononcé à base des données que lui ont fournies ses observateurs. Vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, il fut un bout de temps, il y a aussi les observateurs du ministère de la Sécurité qui travaillent avec nous, les observateurs de droits de l'homme ordinairement connus. Donc, il se peut que ces éléments, parce que nous ne pouvons pas être à tous les endroits au même moment. C'est un travail, notre travail, franchement, ce n'est pas aussi trop facile en tant que tel. Vous êtes sur le terrain aussi, vous constatez les faits. Mais vous savez que nous sommes dans un état où tout le monde n'est pas censé avoir les mêmes caractères. Et pour une revendication, ce n'est pas seulement les gens qui ne fument pas qui sortent. Il y a des fumeurs, les non-fumeurs. Il y a tout le monde, toutes sortes de personnes qui sortent. Donc, à un moment, bon, il se peut, parce qu'il faut être objectif dans les débats. Il ne faut pas dire des choses, pas plaisir de le dire. Il faut se prononcer sur des bases du concret. Il se peut que les gens, des fumeurs, soient là, ils fument de la cigarette. On voit les gens fumer la cigarette à un moment. Mais dire qu'on a vu des gens fumer de la drogue, moi, en tant que Rejad, je ne l'ai jamais vu. Mais si les observateurs du ministère de la Sécurité l'ont vu, parce que ce sont des gens que je respecte beaucoup, parce que eux, franchement, ils collaborent avec nous quand on travaille sur le terrain. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Et le Rejad Togo a eu l'occasion de féliciter cette initiative issue du consensus entre les organisateurs et le ministère de la Sécurité pour mettre en place les observateurs du ministère de la Sécurité. Ils ont fait un bon boulot sur le terrain. Mais si ces éléments lui ont apporté des éléments de preuve pour vraiment affirmer que les gens vendent de la drogue, fument de la drogue, bon, on attend de voir. Donc, raison de plus pour que la sécurité, parce que la coalition de l'opposition a aussi des personnes qui font la sécurité, raison de plus pour pouvoir veiller véritablement à démasquer les intrus lors des manifestations. Alors, nous allons faire un dernier tour de table. La fin de l'année s'annonce encore assez mouvementé au Togo. Je l'ai dit tout tantôt, 3 jours de manifestations jusqu'au pied du sapin. Il y aura encore les manifestations de rue au Togo. Doit-on craindre pour l'avenir? Ah oui, moi-même je crains pour l'avenir. Je crains pour plusieurs raisons. Je crains parce que le chef de l'État ne dit pas grand-chose au sujet des revendications légitimement portées par la coalition. Je suis inquiet. Également inquiet parce que le ministre Barra annonce que voilà, ce sera un dialogue intertogolais. Ça me fait peur. Bon, pratiquement, j'ai peur que nous ne perdions peut-être... et si nous perdons cette bataille, je sais que je ne suis pas manifestant, certes, mais quand vous voyez les gens qui traînent derrière eux 50 années de casserole, de tout, si vous les laissez encore sans rien, les gens finiront peut-être... voilà. Aujourd'hui, le Togolais n'a pratiquement plus de morale. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit... Mais il y a aussi l'impact économique de ces marches-là. Les choses ne bougent pas dans le pays. Ça, c'est clair. L'activité économique est au ralenti, ça, c'est clair. Depuis, beaucoup se plaignent. Il faut juste interroger les femmes au marché. Vous allez vous en rendre compte. Beaucoup de femmes se plaignent. Les recettes ne sont plus comme avant. Donc, il y a un ralentissement économique. Ce qui constitue être... un problème pour le gouvernement, on voit déjà. Donc, une raison de plus que le gouvernement essaie un petit peu d'examiner avec l'œil de grand les revendications de l'opposition pour qu'on ait très vite. Les Togolais veulent quoi? Veulent juste une mutation de régime en douceur. On voit déjà que le pouvoir comprenne
que voilà, c'est ça, et que voilà, au lieu de nous entretuer, de poursuivre les gens par-ci, par-là, nous puissions aller à des concessions beaucoup plus mesurées. Doji Koulibaly, rapidement, en quelques mots, Oui, solution de porte de sortie de crise. Oui, tous les protagonistes sont les Togolais aujourd'hui dans cette crise. Et que la violence ne profite à personne. Et en tant qu'observateurs ou défenseurs des droits de l'homme, nous sommes neutres. Et eux tous sont nos frères, nos soeurs, nos grandes soeurs, nos papas. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est qu'ils puissent rapidement s'entendre sur les idéaux et pour que le Togo, lors de l'humanité, retrouve sa clarté. Merci beaucoup à vous, messieurs. Je rappelle que dans cette émission 1 heure de vérité, nous avons reçu Yao Koulibaly. Il est le secrétaire général de Solidarité Planétaire Branche Togo, et également de Doji Koulibaly, directeur exécutif du REJAD Togo, le regroupement des jeunes africains pour la démocratie et le développement. Vous voulez placer un mot? Oui, un seul mot, la libération des jeunes du mouvement Mbouké. Je pense beaucoup à eux, nous pensons beaucoup à eux. Tout à fait. Notre association pense beaucoup à eux et demande leur libération. Merci. Ça me va. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission 1 heure de vérité de ce mercredi. Merci à Francis Daï pour la mise en onde de cette émission. À mercredi prochain pour le dernier numéro de l'année 2017. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements.